Bonjour, monsieur Diondo. Bonjour. Comment allez-vous, président? Ça va. Fatigué, vieux. Oui, fatigué, vieux. Je rappelle aux téléspectateurs que vous avez quand même 85 ans. Et à 85 ans, moi je me disais, mais où est-ce qu'on trouve encore la force pour parler à un journaliste comme nous? Alors, vous l'avez compris, je suis avec monsieur Gervais Kofi Diondo pour parler de ce livre, Africa Fest, l'Afrique d'abord. C'est ce livre qui a fait sortir l'octogénaire de son silence. Il veut le dire au crépuscule de sa vie, il a fait des choses, mais l'Afrique d'abord, ça lui tient à cœur, même à 85 ans. Mais avant de commencer la discussion avec lui, je vous propose de suivre ce reportage signé Steve Midiola. L'Afrique d'abord, c'est le titre du dernier ouvrage de Gervais Diondo, fondateur de la compagnie aérienne panafricaine ASKY et cofondateur de la toute première banque panafricaine Ecobank. La cérémonie de lancement de cette œuvre s'est voulue très solennelle. Elle a connu la présence d'imminents hommes d'affaires et politiques du continent. À 85 ans, les compétences de Gervais Diondo restent encore sous les lèvres. L'homme est caractérisé avant tout par une énorme rigueur, une envie de réaliser les choses. Et lorsque vous suivez un peu son parcours dans le livre, c'est ce que vous regardez, c'est ce que vous rencontrez. Vous rencontrez quelqu'un qui est sûr de lui, qui a des convictions fortes, qui a une envie de faire et non pas une envie simplement de réfléchir et qui pense surtout à très très long terme. Ce qui est important pour lui, ce n'est pas la génération actuelle. Ce qui compte pour lui, c'est ce qu'on peut faire pour le futur. En 300 pages, l'œuvre part à la découverte de la biographie d'un homme qui a réussi à réaliser des prouesses. C'est l'histoire d'un jeune homme né d'un père commerçant et d'une mère plutôt rigoureuse. Nous sommes dans les années 30, une période au cours de laquelle peu de personnes s'intéressent aux études. Gervais Diondo, passionné par la comptabilité, a réussi à gravir les échelons du monde de la finance. L'œuvre raconte sa passion pour la création des entreprises et ceci à l'échelle panafricaine. Homme politique et économique, certaines des réalisations du président Diondo, encore ignorées du grand public, ont été mises à jour. Aujourd'hui, on lui reconnaît essentiellement la paternité de la compagnie aérienne ASKY et la création de la banque panafricaine Ecobank. Le livre est entièrement écrit par Elikia Mbokolo, historien congolais à qui l'octogénaire s'est appliqué à se confier depuis 4 ans. Écrivant l'avant-propos de l'œuvre, l'historien expose cette exception dans les luttes panafricaines. Du continent africain. Et ça, je crois que c'est une sorte d'exception, parce que le panafricanisme politique, c'est une chose, le panafricanisme intellectuel, le nôtre, c'est une chose, mais le panafricanisme économique, avec des entreprises qui dépassent les frontières, lui en est vraiment l'incarnation, et il a réussi. C'est surtout ça, il a réussi à le faire, et il a fait des émules jusqu'aujourd'hui. L'Afrique d'abord, c'est aussi la vision panafricaine d'un homme pragmatique. Créer des entreprises est une chose, mais réinvestir dans d'autres activités économiques en est une autre. Dans la vision de Gervais Diondo, il est important de créer des mécanismes économiques qui favoriseront la mise en évidence des expertises africaines dans plusieurs départements. De quoi attirer des marchés de par le monde. Le livre coûte 10 000 francs CFA. Aujourd'hui, tout le monde est unanime autour de vous, que ce soit vos proches ou bien vos collaborateurs. Tout le monde est unanime. La rigueur, si ça devait avoir un autre nom, ça s'appellerait M. Gervais Kofi Diondo. Et puis cette rigueur nous rappelle un événement dans ce joli bouquin. Vous avez dit dans ce livre que vous étiez la première personne à installer l'horloge qui marque l'arrivée et puis le départ des ouvriers. Là, nous étions en 1964, quand vous étiez le directeur de l'allocation familiale, qu'on appelle aujourd'hui CNSS. Et à l'époque, quand vous avez pris la main là-bas, vous dites qu'il y a en fait la femme du vice-président qui était là, les femmes de ministres, les femmes de militaires, de députés. Il y avait des femmes partout. Et vous avez dit quelque part que, en fait, à l'époque, les militaires plaçaient leurs maîtresses dans les sociétés. Mais vous avez dit pas question. Et vous avez dit, venez m'arrêter si vous voulez. Ça m'a fait sourire. Je dis, mais comment est-ce que vous avez pu réussir à cette époque-là à installer ça? Parce que c'est vrai que dans votre bouquin, vous précisez clairement que le président Yadema entendait tout ça, mais ne disait absolument rien. Le problème de l'horloge pointeuse, il fallait le faire parce que la discipline est importante dans une entreprise. Venir à l'heure. Et qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai installé l'horloge pointeuse?
je me suis mis aussi dedans. La rigueur a commencé par vous? Par moi-même. Donc quand je venais à 6 h du matin au bureau, je pointais. Et les autres commencent à venir à 7 h, 7 h 30. Donc tout le monde pointait. Ça n'a pas été facile, c'est vrai ce que vous dites. J'avais des personnalités, des femmes de personnalités importantes dans le travail. Moi-même, je pointais. C'est difficile. C'est difficile de ne pas le faire. C'est vrai aussi que le président Yadema appréciait tout ça sans que je le sache. C'est alors d'ailleurs qu'il m'a appelé un jour pour me dire que je vais être le préfet de Lomé. Oui. Pour mettre de l'ordre là-dedans, voilà ce qu'il m'a dit. Et dans le livre, vous disiez, ce militaire que je ne connaissais pas, voilà. m'appelle un jour. Exactement. Vous me dites, Monsieur Diondo, vous faites très bien. Voilà. Mon préfet. C'est ça. Ça s'est passé comme ça. C'était la première fois que je le voyais. Okay. Il m'a appelé au camp, j'étais assis devant lui. J'avais peur, j'ai dit qu'est-ce que j'ai fait. C'est l'horloge. L'horloge pointeuse qui m'a amené là. Mais non, au contraire, il avait l'air d'apprécier. C'est ainsi donc qu'il m'a nommé préfet de Lomé. Et j'ai cumulé les deux postes. Voilà. Alors, on va parler maintenant du début de votre carrière. Là, on est au Niger. On va au Niger, là où vous avez commencé vraiment votre engagement et puis la construction d'une vie d'ailleurs. Vous avez travaillé à l'époque de ce côté-là, mais avant même d'arriver au travail, vous disiez que quand on vous a proposé le contrat, vous n'avez pas cherché à savoir combien vous deviez gagner, mais tout de suite, c'est le défi qui vous a intéressé. Exactement. Vous avez écrit dans le livre que vous êtes peiné quand vous voyez des jeunes, ils sont bardés de diplômes, etc. Et tout de suite, ils veulent être payés à coup de façon très que vous ne comprenez pas. Vous posez la question de savoir est-ce que c'est le système francophone qui fait ça ou bien est-ce qu'il y a un problème. Donc pour vous, qu'on ait peut-être le doctorat, tout ce qui va avec, à partir du moment où on a le premier contrat, on n'a pas besoin d'être trop regardant, c'est ça? C'est-à-dire que j'ai une chance, j'ai été surpris de cette proposition. Parce que c'est uniquement des expatriés, des Français qui étaient dans l'administration de cette grande entreprise. Vous étiez le seul à l'époque. Voilà. À ce niveau. Donc j'ai pris mon travail à cœur et je regardais effectivement mes frères nigériens. C'est pas facile pour eux. J'essaye ce que je peux faire pour les aider, je le fais. J'ai été logé dans un centre où les expatriés sont logés. Je n'avais pas à me plaindre. Donc nous avons fait ce travail jusqu'au bout. Et après, vous avez été nommé le directeur administratif et financier de Sotra, qui est une compagnie, enfin qui est une société française à l'époque. Et c'est à cette époque-là que votre engagement syndical s'est encore accru, et ce qui a d'ailleurs valu votre renvoi de cette société à l'époque. Parce qu'on ne comprenait pas comment est-ce qu'un cadre peut à la fois soutenir des mouvements syndicaux. Et c'est de là que vous êtes parti du Bénin. Et votre livre nous dit que c'est à partir de ce moment que le sang du panafricanisme a commencé vraiment à couler dans vos veines, dans votre veine. Il y avait Djibo Bakari qui était le grand syndicaliste là-bas. Et les ouvriers de l'entreprise dans laquelle je travaille étaient un peu malmenés. Je ne pouvais pas supporter jusqu'au bout. J'ai du mal parfois à signer certaines décisions. Donc finalement, j'ai pris la cause des ouvriers, de nos frères nigériens.
De là, d'ailleurs, j'ai été parmi les premiers syndicalistes qui ont négocié la première convention collective, la toute première collective de l'Afrique francophone, quoi. Nous avons fait 3-4 mois à Dakar pour négocier ce truc qui n'a pas été facile du tout. Et puis, bon, quand j'ai fini cette phase-là, j'ai cherché maintenant à rentrer. Vous avez cherché à rentrer, et c'est là où l'administrateur de la ville de Niamey, un socialiste français, vous a proposé d'aller étudier en France, dans l'école nationale d'outre-mer. Vous connaissez tout par cœur. Non mais M. Diondo, c'est un monument. Dès que moi j'ai entendu parler du livre, naturellement je suis allé vers le livre. Et à partir de cet instant-là, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Pas vraiment extraordinaire, l'extraordinaire est venu après. Mais c'est que vous déplorez dans le bouquin qu'à cette époque-là, vous aviez été victime de discrimination. Parce qu'entre-temps, il faut rappeler que c'est M. Olympio qui était au pouvoir, M. Sylvanus Olympio qui était au pouvoir en ce moment, et il subissait l'opposition, il faisait face à l'opposition de son beau-frère Grunitzky, et dans le parti de Grunitzky, il y avait Nicolas Diondo, votre oncle. Et puis, à cause de cet événement, vous racontez dans le livre qu'à un moment donné, on a coupé votre bourse d'études de l'autre côté de Paris, et on est allé au-delà de ça en demandant à ce qu'on vous renvoie. Et avec insistance, ça embêtait un peu les autorités françaises, mais finalement, ça s'est passé. Et c'est à cette époque-là que vous avez fait la rencontre de M. Foccart. Jacques Foccart, et c'est à ce niveau même, je me suis dit, ben, c'est tout de même curieux que le panafricanisme soit quelque part repêché ou bien sauvé par les Foccart, enfin Foccart que bon on considère en Afrique, à tort ou à raison, comme étant l'homme de la France-Afrique, qui fait les sales boulots en Afrique. Donc, M. Diondo, le panafricaniste, M. Foccart, le France-africain, comment est-ce que ce mariage a pu marcher? Foccart m'a pris rendez-vous, m'a accompagné chez De Gaulle. Parce que l'affaire était très haut niveau. Hein? Okay. Parce que Olympio menaçait au niveau de ses relations avec la France. Et De Gaulle m'a demandé de laisser tomber, de partir de l'école. Et c'est là où ils m'ont proposé l'Institut des sciences sociales. Donc je suis rentré là et ils m'ont aidé. Ils m'ont aidé à terminer là-bas. Et donc après les événements qui ont mis fin au règne d'Olympio. Vous êtes rentré finalement. C'est ça, Grunitzky est venu à Paris et m'a demandé absolument de rentrer. J'ai pas tellement voulu, mais bon, finalement, il est revenu une autre fois et il a décidé de me mettre dans son avion. Et c'est là où vous avez pris la direction de la caisse, oui, oui. Et pour vous, le panafricanisme là doit rentrer dans le concret, c'est la création d'entreprises, c'est la création de l'emploi. Et voilà quoi. Et ça m'amène à aborder maintenant l'un des plus hauts points de votre succès, Ecobank. Ecobank aujourd'hui en chiffres, ça donne 33 pays, 40 nationalités, 18 000 emplois, et le chiffre d'affaires, je n'en parle pas. C'est quand même impressionnant. Et dire que ce projet a commencé par vous, et par M. Lawson Adeyemi. Et puis, à l'époque, l'idée a germé parce qu'il fallait trouver des fonds pour pouvoir investir, il fallait trouver de l'argent pour aider les Africains, il faut avoir une banque panafricaine, il faut que nous échangions entre nous comme vous l'avez introduit. Et c'est comme ça que vous avez commencé à frapper aux portes. Et le président Houphouët-Boigny était tellement impressionné qu'il vous avait accompagné jusqu'au perron. Et il a déclaré à la presse que c'est la première fois qu'il rencontre des Africains qui lui présentent un projet sans demander de l'argent. Alors, et après, curieusement, la même opposition était venue un peu de lui parce que vous êtes dans une démarche globale, mais lui, il voudrait que vous centriez cette banque-là sur la zone francophone. Et c'est là où les ennuis ont commencé un peu.
Parce que le premier obstacle, c'était quand même politique. Vous pouvez nous raconter encore cette époque-là, un peu ce qui s'est passé avec Houphouët-Boigny après l'enthousiasme? Pour arriver à Ecobank, j'ai été nommé ici président de la Chambre de commerce du Togo. Et les chambres de commerce ont l'habitude de se retrouver tous les ans, les chambres de commerce francophones, de se retrouver en France. Et bon, on parlait de tout et de rien. Cette réunion m'a choqué. J'ai réfléchi, j'ai dit, nous devons faire quelque chose entre nous, Africains. Et c'est là où j'ai vu mon ami Adéyemi Lawson, qui était président de la Chambre du commerce du Nigeria. De l'époque. Et puis le président de la Chambre du commerce de Dakar, de Côte d'Ivoire aussi, du Ghana, pour les convaincre que nous devons faire quelque chose, à savoir une fédération des chambres de commerce de toute l'Afrique de l'Ouest pour les réunions annuelles. Et bon, ça a marché, ils m'ont suivi et nous avons créé la fédération des chambres de commerce la fédération des chambres de commerce de l'Afrique de l'Ouest. Et l'idée de cette banque est venue par là. Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous pouvons pousser à faire? On a parlé tout de suite de banque. Et voilà comment les choses ont commencé. Et Adéyemi et moi, ils nous ont chargés. Effectivement, nous avons créé une société de promotion qui a fait les études de faisabilité et qui a fait la répartition du capital par pays. Et il fallait lever 50 millions de dollars. Oui, oui. Les 1200 actionnaires. Exactement. Et donc, c'est à ce moment-là que nous avons pris le bâton de pèlerin, Adéyemi et moi, pour demander des rendez-vous à tous les chefs d'État de la région, pour leur parler de ce projet. Et Dieu merci, la CEDEAO venait d'être créée. Et donc nous avons dit que c'était un projet pour soutenir la CEDEAO, ce qui est absolument normal d'ailleurs. C'est vrai, nous sommes allés en Côte d'Ivoire, nous avons rendez-vous en Côte d'Ivoire et à Dakar. Adéyemi et moi, nous avons été reçus par le président Houphouët, qui a été absolument réceptif à la cause. Et effectivement, il n'a pas voulu, comme d'habitude à la sortie, que nous prenions la parole. Il a pris la parole pour nous soutenir, pour nous féliciter que c'est la première fois qu'il rencontre des Africains qui sont venus. Avec un projet clair, sans demander de l'argent. Non, pas pour lui demander de l'argent, mais c'est venu lui montrer leur projet qui est très avancé, etc. Et qu'il invite tous ses compatriotes à soutenir ces projets. Et quand nous avons fait les répartitions au niveau du capital par pays, nous avons mis tout de suite la Côte d'Ivoire après le Nigeria. À cause de leur poids. À cause du poids et pour être juste dans les choses. Bon, nous sommes partis à Dakar et à 2h du matin, le président Houphouët m'appelle, me réveille, m'appelle. Je ne comprenais pas, j'avais eu peur. Comment il a su que nous sommes à cet hôtel-là? Et donc, il demande de rentrer. Il m'a dit qu'il envoie son avion demain matin et qu'il veut me voir. On va déjeuner ensemble.
je n'ai pas pu dormir toute la nuit, tout le reste de la nuit. J'ai eu la présence d'esprit de lui demander, et je viens avec mon ami, mon collègue. Il a dit non, il vaut mieux que je vienne seul d'abord. À 6h, j'étais à l'aéroport, nous sommes partis à 6h30 jusqu'à 9h, 9h moins le quart, 8h30, 9h moins le quart, on était à Dakar. On était à Abidjan. Sa voiture était là, il m'a emmené chez lui. J'avais très peur, qu'est-ce qu'il y a? Il s'assoit à côté de moi, il me dit voilà, il répète encore ce qu'il a dit hier, c'est un très bon projet, mais que si ce n'est pas mieux de situer ça au niveau de l'Afrique francophone. Alors là, mon cœur a failli éclater. Oui. Vous étiez dans une logique régionale. Voilà. Alors, je n'arrivais pas à réagir. Et il a vu que ça m'a donné un coup de choc. Et il répète encore. Alors je lui ai dit que nous avons examiné tout, nous avons vu faire ce projet pour soutenir la CEDEAO. Là, vous l'avez désarmé. Il n'a pas pu dire quelque chose. Je ne veux pas aller voir mes amis tout de suite là-bas pour leur dire voilà ce qui m'est arrivé. Mais je me suis mis à enquêter, à chercher pour comprendre ce qui a pu se passer, ces retournements. Vous savez, lorsque il est passé à la télé pour nous soutenir après notre visite, tout ce qu'il a déclaré là, les Français qui travaillaient là-bas, ils ont tout le marché. 99%. Ils ont toutes les banques, 99%. Ils ont pris peur. Ils ont fait appel à Paris. Paris a délégué quelqu'un qui est venu le soir. Le soir même. Le soir même de notre passage. Et ils sont restés ensemble avec lui jusqu'à 1h du matin. Ils ont pour pouvoir le convaincre, tu vois. Donc, je comprends l'appel de 2h du matin. Bon, ben, c'est resté comme ça, mais je dois avouer que le président Mfoué nous a beaucoup soutenus. Okay. Nous n'avons pas pu avoir au niveau des actions le montant que nous avons fixé pour la Côte d'Ivoire, malheureusement. Mais, par exemple, j'ai voulu que la banque de la CEDEAO soit un actionnaire de référence dans le capital. Okay. Donc nous leur demandons 10 millions de dollars. Et ils ne le donnaient pas. Donc je lui ai expliqué tout ça. Et un jour, il est venu à Lomé et il m'a fait appeler avec Yadema. Et ils ont appelé le directeur de la banque et ils lui ont demandé de nous donner, d'acheter les actions du projet EcoBank. C'est ainsi que la CEDEAO a donné tout de suite 5 millions de dollars. Bon, ce n'est pas facile, oui. Vous savez. Vous êtes finalement arrivé à le faire. Et j'ai rappelé tout à l'heure les chiffres en disant que grâce à cette action aujourd'hui, on a 18 000 employés quand même à EcoBank. C'est 40 pays qui sont concernés, 40 nationalités, ce qui explique encore l'envergure panafricaine de la chose. Et après, de succès en succès, on se retrouve aujourd'hui avec EcoBank, avec Askai. Et Askai aussi, on a vu comment ça a démarré, avec dans un premier temps M. Yahi Boni
qui était directeur de la BOAD, et puis Charles Kolambani, qui lui était gouverneur de la BCAO, étant dans la nostalgie de Air Afrique et tout, il fallait trouver des gens sérieux, rigoureux, en tout cas qui ont ce talent-là, et c'est comme ça que le choix s'est porté sur vous, et aujourd'hui, on voit ce que c'est. D'un côté, Askai, d'un côté, Ecobank. Monsieur Diondo, merci beaucoup. Nous n'avons pas imaginé que nous aurions une discussion aussi longue et aussi riche, parce qu'au début, vous nous aviez dit que vous êtes que la mémoire, mais là, je me sens qu'on se sent bluffé, mais c'est quand même un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Okay.